Et aujourd'hui, le thème, c'est globalement avoir des principes et les suivre peut nous rendre heureux. C'est un peu la thèse. Alors, je vous propose de fermer les yeux et de vous poser une question fort simple. Est-ce qu'il y a un principe dans votre vie que vous essayez de suivre plus ou moins bien, qui vous tient particulièrement à cœur parce que, entre autres, vous pensez qu'il peut vous aider à être plus heureux, mieux? Donc un principe au sens le plus large, quelque chose qu'on s'efforce de faire ou de ne pas faire. C'est un peu ça, le domaine de l'éthique au sens le plus large. Qu'est-ce qui vous vient? Qui n'a pas encore eu une idée? Levez la main discrètement si vous n'avez pas encore d'idée. Ok, tout le monde a quelque chose. Ce ne sera pas du tout obligatoire de le partager. En ouvrant les yeux, ça m'intéresse d'avoir c'est pas les personnes qui sont d'accord, de juste dire en quelques mots ce à quoi vous avez pensé. Moi, j'ai pensé simplement à l'idée de dire la vérité, que j'ai prise un peu plus au sérieux. C'est pas que j'étais un menteur invétéré avant, mais je l'ai prise un peu plus au sérieux comme principe qui peut me rendre heureux si je l'applique à fond. Et ça implique parfois, quand quelqu'un me pose une question et que la réponse sera désagréable à entendre pour cette personne, de me retrouver face à un challenge que je trouve en fait assez positif au final. C'est comment dire ce que je pense vraiment, mais en même temps le dire d'une façon qui ne sera pas blessante. Et en fait, il y a moyen. Et je réalise que toutes les fois où j'ai pas fait ça dans ma vie, parce que je pensais que c'était pas possible de dire des choses qui sont peut-être difficiles à entendre sans que la personne soit blessée, ben je me trompais. En fait. Une fois qu'on a la contrainte de la vérité, ben on trouve moyen de la faire sinuer par des chemins respectueux et pas blessants pour la personne en fait. Voilà un principe auquel je tiens de plus en plus. Est-ce que quelqu'un souhaiterait partager un principe? Ben, c'est ça. Ces valeurs éthiques, ces principes, si on en fait des principes, c'est des contraintes qui vont nous forcer à la créativité. C'est comme ces artistes, ce bonhomme qui avait écrit un roman, La disparition, sans la lettre E. Tout le roman, ce qui est pas facile, c'est quand même la lettre principale de la langue française. Euh, et, et les contraintes, ça rend créatif. Et c'est assez intéressant de s'en poser quelques-unes. Je pense que c'est bien de s'en mettre quelques-unes de ces contraintes-là. Et c'est aussi quelque chose qui n'a jamais été considéré comme contribuant au bonheur dans la culture psychothérapeutique. Si je reviens plus au sujet de ma causerie du soir, on n'a jamais défendu l'idée que faire le bien nous rendait heureux. Si vous allez voir un psychothérapeute aujourd'hui, il ne vous dira pas bah, je te recommande d'être un peu plus généreux, de parler plus doucement à tes proches, d'éviter de mentir, et tu verras, ça pourra augmenter ton bien-être, ton humeur, ton moral, calmer ta dépression, tes angoisses. C'est pas un truc qui se dit. Or, il y a pourtant beaucoup de raisons de penser que ça peut contribuer au bonheur. Alors, quand on parle d'éthique, là, je vais me centrer un peu sur les principes éthiques issus de la psychologie bouddhiste et de la philosophie bouddhiste, qui sont pour certains alors communs à pratiquement toutes les religions, mais ça donne une bonne liste de base parce que c'est assez concis. L'éthique officiellement, qui se dit sila en langue pali, il y a des principes de base comme ne pas tuer, ce qui inclut la violence physique. Il y a l'inconduite sexuelle, dont il faut quand même signaler que dans cette religion-là,
l'homosexualité n'est pas visée par l'inconduite sexuelle. C'est intéressant de se dire que c'était pas systématique cette condamnation-là, c'est vraiment uniquement quand on vit quelque chose de sexuel avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc c'est tout ce qui implique la contrainte, la violence, probablement la tromperie aussi, mais c'est cette idée de respecter certains principes. Il y a l'idée de gagner sa vie honnêtement, c'est-à-dire en ne vendant ni poison, ni armes, ni êtres humains, ni... je sais plus, il y a une liste de professions qui n'était pas très morale. Et il y a un chapitre que j'ai toujours trouvé intéressant, qui est le chapitre de la parole. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure, ne pas parler durement, ne pas insulter les gens, ne pas mentir, ne pas diviser, et ne pas cancaner, ne pas dire du mal des gens dans leur dos, ne pas monter les gens les uns contre les autres. Et celle-là, je suis désolé, mais c'est clairement dans les suttas bouddhistes, mais ne pas parler pour rien. Les commérages, le chit-chat n'était pas considéré comme étant vertueux. Ça, c'est un petit peu les principes négatifs, mais il y a aussi l'éthique positive, donc les choses qu'on cherche à faire. Alors évidemment, on peut mettre un versant positif à toute cette liste, hein, mais de choses à ne pas faire, mais très 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 spécifiquement, extrêmement souvent mentionné, il y a la générosité. Donc pratiquer la générosité. Il faut se rappeler que c'était un ordre de mendiants, donc il y avait quand même un léger intérêt à insister sur l'importance de la générosité, parce qu'ils vivaient littéralement de la générosité des villages environnants. Mais au-delà de ça, il y a plein de bonnes raisons pour prôner la générosité. Il y a aussi des vertus positives qu'on peut déduire de certains aspects de la philosophie bouddhiste, dont je parlerai dans d'autres soirées, mais les Brahma Viharas, c'est-à-dire la bienveillance, la compassion, la joie empathique, hein, la capacité de se réjouir du bonheur d'autrui, ça conduit aussi à certains comportements. Ça peut se traduire dans des comportements bienveillants, des comportements pleins de compassion. Donc ça, c'est aussi les comportements qui sont encouragés. Et puis un autre dont je parlerai aussi dans une autre soirée, ce qu'ils appellent le renoncement, qui est un mot qui n'est pas du tout encourageant, qui revient à éviter la gratification immédiate. Donc, concrètement, ne pas acheter l'iPhone 14 quand le 13 marche encore bien. Je ne sais pas où combien on en est. Entre autres, c'est ce travail actif de choisir autre chose que la gratification immédiate et les pièges de dépendance et d'insatisfaction chronique qu'elle nous tend. Dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas, même si c'est une tradition qui a une métaphysique, mais il n'y a pas de Dieu. Donc, il n'y a pas non plus de référence à une loi. Ce n'est pas des choses qui sont commandées. Donc, il faut trouver d'autres raisons pour justifier les prescriptions éthiques. Et ces raisons, c'est simplement l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Donc, dans la tradition bouddhiste, le comportement éthique conduit à de bonnes conséquences pour soi, de bonnes conséquences pour les autres. C'est cette notion karmique. De bonnes conséquences maintenant, de bonnes conséquences plus tard, et de bonnes conséquences sur le plan métaphysique pour cette vie et pour là et les prochaines. Donc, on le fait parce que ça va nous rendre heureux, et bien, au sens général. Ça nous rend bien, pourquoi ? Parce que ça nous permet de intérieurement, et je pense que ça résume assez justement l'idée générale, intérieurement, ça nous permet d'être à l'abri du remords. Et le remords est une souffrance psychologique. Parfois, pour les personnes qui ont déjà eu beaucoup de remords, c'est une torture, hein, le remords. Donc, tout ce qui peut nous éviter d'éprouver du remords va augmenter notre bien-être psychologique et va nous préserver contre des souffrances intérieures. Et sur le plan extérieur, ça nous évite d'avoir des ennemis. Et les ennemis, c'est aussi problématique par rapport au bonheur. Si on se comporte mal, on a plus d'ennemis. Donc c'est très pragmatique, c'est se protéger contre
certains risques intérieurs et certains risques extérieurs, hein, le comportement éthique. S'il est perfectionné, ça peut conduire à ce qu'on appelle l'extase de l'irréprochabilité. Je me répète pour les personnes qui étaient là la semaine dernière, mais j'adore cette expression, l'extase de l'irréprochabilité. Parce que ça permet de sortir de tout cadre moralisant, en fait. On se comporte bien parce qu'on vise à l'extase de l'irréprochabilité. Et c'est très agréable de se réveiller le matin et de n'avoir rien à se reprocher. On ne peut qu'aspirer à ça. Dans la psychologie bouddhiste, on dit aussi que l'éthique est un facilitateur de méditation. C'est-à-dire que si on n'a pas de remords, on s'installe pour méditer et on n'a pas de remords. Donc, on n'a pas ce torrent d'émotions négatives qu'il nous faut prendre le temps d'observer en pleine conscience, de laisser passer. Le travail est plus facile. Donc, c'est mentionné comme étant quelque chose qui va accélérer la qualité de la pratique méditative. Je pense que c'est assez évidemment vrai. Autour de nous, c'est un générateur de gratitude et de bonne volonté. Et j'aime beaucoup l'idée, on explorera ça ensemble, que notre générosité, par exemple, nous fait nous sentir bien, mais est aussi un générateur de gratitude, un facilitateur de gratitude pour la personne qui bénéficie de notre générosité, au sens le plus large. Donc, on se sent bien soi-même et on permet à quelqu'un de se sentir bien, nous, parce que la générosité nous fait du bien, et l'autre parce que la gratitude lui fait du bien, si les circonstances sont réunies. Et c'est une chaîne vertueuse, parce que quand on bénéficie de la générosité des autres, on a envie de la transmettre. Je me rappelle d'un vendeur de Macadam Journal, quand j'étais barman, qui allait souvent dans le bar où j'étais barman, après sa journée de vente, et il offrait des verres, des choses. Quand il avait des objets avec lui, il les offrait. Donc le Macadam Journal, pour les personnes qui l'auraient oublié, c'était un journal vendu par les sans-abri et des chômeurs en fin de droit qu'on ne vend plus trop maintenant, je pense qu'il n'existe plus. Et en fait, ça me donnait vraiment l'impression que la générosité des autres lui brûlait les doigts. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il avait tellement reçu qu'il se sentait porté à donner. Et il donnait tout. Je l'ai vu donner des disques qu'il venait d'acheter à quelqu'un pour le lui faire partager. Il est extrêmement généreux. Donc c'est aussi ça la générosité. Ça nous pousse à faire éprouver à quelqu'un d'autre ce qu'on a reçu. Et la gratitude qu'on a sentie. Je vois aussi de plus en plus, et ça notamment pour la vérité, le principe de dire la vérité, mais pour tout le reste, c'est en fait extrêmement protecteur, une éthique. C'est une contrainte qu'on pose dans notre vie et qui nous protège contre des ennuis potentiels. C'est toujours très compliqué. Si vous mentez et que vous avez peur d'être découvert et qu'après vous êtes découvert, c'est très déstabilisant. En disant la vérité, vous êtes à l'abri de ces problèmes-là. Et chaque principe éthique nous met à l'abri de certains problèmes. Donc j'aimerais un petit peu qu'on soit ouvert à l'idée qu'on peut réenchanter, dépoussiérer et réenchanter la morale et l'éthique. Que ce n'est pas quelque chose de l'ordre de l'obligation légale, que ce n'est pas associé à la punition ou à l'obéissance, même s'il n'y a rien de mal dans ces deux choses-là, mais que ce n'est pas associé qu'à ça qu'on peut l'associer à une recherche personnelle d'extase, de l'irréprochabilité et de plaisir qu'on peut en obtenir. Il se trouve que la science a plutôt tendance à valider l'idée, et c'est pour ça que ça me déçoit que dans la psychothérapie on n'en parle quasi pas, parce qu'on se dit c'est dans le domaine du religieux ou c'est dans le domaine de la justice. Mais non, c'est dans le domaine du bien-être psychologique aussi. La science nous dit par exemple, et ça renforce, je pense, l'idée de cette extase de l'irréprochabilité, mais c'est plutôt l'extase de la générosité, là. Ce qu'ils ont appelé dans l'article le helper's high, c'est-à-dire donc le trip de la personne qui aide. Ils ont fait une étude en mesurant par imagerie fonctionnelle du cerveau ce qui se passait quand on recevait de l'argent et quand on en donnait à quelqu'un qui en avait besoin. Et en fait, le circuit dopaminergique, donc le fameux circuit de la récompense,
il s'active plus quand on donne à quelqu'un que quand on reçoit, en moyenne sur les personnes étudiées. Donc en fait, si on offre quelque chose à quelqu'un d'autre, on en obtiendra plus de high, plus de bonheur, plus d'extase que si on reçoit quelque chose, si on s'offre quelque chose à soi-même. Une autre étude, les références existent, je promets que ce n'est pas ChatGPT qui les a inventées. Pareil, si on dépense son argent pour autrui, ou si on le dépense pour soi-même, et qu'on mesure notre satisfaction, cette fois-ci, ce n'est pas de l'imagerie cérébrale, à la fin de la journée, on est plus satisfait de la journée quand on a dépensé de l'argent pour les autres. D'où ces gens qui font les cadeaux de Noël à un moment d'extase. Je n'ai pas cette capacité-là. Et des bénéfices potentiels sur la santé, puisque, et ça c'est dingue, je crois que c'est une étude sur un assez grand effectif. Les bénévoles ont un avantage de longévité sur les pas bénévoles, mais seulement si leurs motivations sont altruistes. C'est-à-dire que ceux qui disent « Oui, alors moi j'ai commencé à travailler dans cette association locale, mais c'était surtout parce que je m'ennuyais au moment de ma retraite », ils n'ont pas le bénéfice sur la longévité que par rapport à ceux qui disent « Mais je l'ai fait parce que je ressentais vraiment cet appel à aider les gens, les sans-abri de mon quartier », paf, bénéfice de longévité. Et il y a plein d'études qui vont dans cette direction-là, avec des niveaux plus ou moins élevés de scientificité, mais la tendance, elle est absolument incontestable. Donc, en fait, pour être heureux, faisons le bien autour de nous. Et vérifions ça par un petit exercice méditatif, mais pas trop, position confortable, digne et relâchée. Allez, 3 expirations conscientes pour que le corps se relâche. Et en évoquant le souvenir d'un moment où vous avez fait preuve de générosité pour quelqu'un. Alors attention, générosité, c'est vraiment au sens le plus large. On ne parle pas de donner de l'argent ou de faire un cadeau. On ne parle pas seulement de choses matérielles. Ça peut être donner son temps, donner son attention, aider, faire plaisir au sens le plus large. En allant à la recherche d'un souvenir où vous avez fait preuve de cette générosité au sens le plus large possible du mot envers quelqu'un. Une petite ou une grande chose, si possible un souvenir, ou qui soit récent, ou qui soit clair dans votre mémoire. Et si quelqu'un n'a pas encore d'idée, ce qui est très possible, c'est que cette personne ou ces personnes lèvent discrètement la main pour que je me fasse une idée. Okay, je vous laisse encore un petit moment. Ça peut être une toute petite chose. Parfois, on a de la peine à se considérer comme généreux dans ce qu'on fait, donc pensez à l'idée de rendre service au sens le plus large, y
compris dans les gestes du quotidien que vous faites pour que la vie des personnes autour de vous soit plus facile. Et quand vous avez un souvenir, en vous repassant le film de ce souvenir, de ce que vous avez fait, en vous replongeant dans ce que vous avez fait. Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En pensant peut-être à là ou aux personnes pour lesquelles vous l'avez fait. Et en pensant à cet élan, cette attitude de générosité, ce souvenir, comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Quelle est la tonalité émotionnelle qui est présente? Comment se sent le corps? Qu'est-ce que vous observez? En vous replongeant encore une fois dans ce souvenir, en vous imaginant dans cet élan de générosité, qu'est-ce que vous sentez émotionnellement, physiquement? Pour qui c'était tendanciellement plaisant, l'état associé à ce souvenir? Pour qui c'était plutôt agréable? Ok. Ok. Quelqu'un pour qui c'était neutre ou les agréables? Je ne vais pas compter les mains. Il y a du neutre? Il y a du déplaisant? Non. Déplaisant, c'est arrivé une fois quand j'ai posé cette question. Et la participante m'a dit oui, mais bon, c'était ranger les vêtements laissés par terre par mon fils adolescent. Alors c'était un acte de générosité, mais il y avait un peu de rogne aussi, ce qui peut arriver. Mais généralement, il y a un plaisir qui peut être franc, qui peut être subtil, et qui peut avoir plein de... Comment vous décririez? Parce que c'était quelle espèce d'émotion? C'était quelle espèce de... Quelle était cette chose agréable? Comment vous l'appelleriez? De la joie. La joie? Du content, enfin d'être content. Contentement, ouais. C'est aussi un sentiment d'avoir bien fait. Oui. D'avoir, ça. Ouais, Uh-huh. exactement. J'avais du temps, j'ai pu le faire, je l'ai fait. Ça peut être ressenti comme un devoir aussi. D'autres choses? J'ai l'impression que quand ça se passe bien, j'ai plutôt l'impression que c'est en guillemets normal. C'est-à-dire que c'est comme ça devrait être. Oui. Mais c'est plutôt... Justement, c'est ni du sacrifice, ni... voilà, c'est juste qu'on l'a fait parce que ça nous est venu, et puis les gens étaient contents, puis nous aussi. Enfin, voilà, c'est comme être agréable, voilà. Oui. Mais Dans ce que tu dis, j'entends quelque chose de l'ordre de l'harmonie. C'est comme... Voilà. C'est un bon moment, Ouais. mais c'est pas... C'est pas un feu d'artifice. Ouais, exact. Et, oui, ça peut être très subtil. Et moi, c'était vraiment... En l'occurrence, il m'est venu un truc, mais pas, justement, pas spectaculaire, quoi. Pas un script Python que j'ai écrit pour mon épouse pour lui faciliter une tâche répétitive et morne de ses activités de bureau. Et je me suis dit, ça va pas être spectaculaire. Mais il y avait ce petit côté content d'avoir aidé.
qui est très léger, c'est rien de spectaculaire, on ne va pas être bouleversé par ça, mais c'est agréable, c'est une petite satisfaction du quotidien. Donc, on vient de démontrer brillamment tous ensemble que la générosité nous fait du bien, en fait. Quand on y repense, on se sent bien. Et donc, la générosité a un versant sainement égoïste, c'est-à-dire qu'on se fait aussi du bien à soi en étant généreux. Et c'est même pas compliqué. En fait, je sais qu'on enfonce un peu les portes ouvertes avec ça, mais le truc, c'est que c'est aussi évident pour nous, quand on se pose la question, que c'est pas du tout intégré culturellement dans le développement personnel ou la psychothérapie. Donc oui, c'est évident, c'est archi évident, mais pour autant, ça ne fait pas partie de l'arsenal thérapeutique. Il y a certainement quelques livres qui en parlent, mais ce n'est pas courant, en tout cas. Ouais. Tu voulais commenter? C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend un petit peu de ton référentiel. Complètement. Quelqu'un va dire, bon, moi, ça me fait partir de me lever pour quelqu'un dans le bus, mais en fait, je me sens très bien de rester assis dans le bus, je ne vois pas pourquoi je me lèverais pour quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Il ne se sent pas spécialement ni avec des remords, ni voilà, il est content d'avoir été confortable. Puis ça, je veux dire, je suis aussi confrontée à des gens qui me disent, mais moi, je m'en bats des autres. Enfin, je veux dire, ça me. Voilà. Puis je me dis, peut-être moi, je me sens plus mal en essayant de faire des trucs bien que lui qui, au fait, en a rien à tirer, et puis qu'il trouve que ça va très bien. Puis j'ai gagné plus de fric que les autres. Alors oui, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je l'ai résolue intérieurement en me disant, parce que j'y crois en fait, que dans la tradition bouddhiste aussi, il parle beaucoup d'ignorance. Et je pense que en fait, il y a des gens qui passent à côté de certains plaisirs et que ou de certains bonheurs, plutôt que se dire ah bah eux ils sont bien contents à gagner un maximum de pognon et à mentir face caméra et se dire bah oui ils pensent être contents, on n'est pas dans leur tête, si ça se trouve ils sont rongés par le remords, mais ils passent à côté d'une qualité de satisfaction, de bonheur, de bien-être qu'ils ne connaissent pas, et s'ils la connaissaient, eh ben, ils pratiqueraient probablement plus la générosité et plus les autres. Et je pense vraiment, pour moi, c'est un petit peu la différence entre la gastronomie, de la haute gastronomie et du fast-food. Il y a certaines gratifications de l'ordre des gratifications immédiates. Oui, c'est satisfaisant de gagner plein de fric, mais, et c'est légitime d'en avoir assez pour pas s'inquiéter, c'est pas un problème de gagner de l'argent en soi, mais d'en faire une source de gratification majeure dans sa vie, c'est un peu se contenter d'émotions un peu banales, un peu comme les buns du McDonald's sucrés plein d'additifs chimiques. C'est beaucoup moins intéressant qu'un bon repas maison cuisiné. Et la gratification liée à la générosité, pour moi, c'est ça, c'est un plaisir, un bonheur, mais qui est plus profondément satisfaisant et qui est plus subtil que d'autres. Et il y a des personnes qui ont plus accès que les autres. Et tant mieux pour elles, parce que justement, je pense qu'on est plus heureux. Comme la science tend à le valider, on vit plus longtemps, on est plus heureux. Autre conséquence qu'on va explorer ensemble de la générosité, c'est la gratitude. Alors, en fermant les yeux, à nouveau, 3 respirations, expirations conscientes pour laisser le corps se détendre. Et en évoquant une personne à laquelle vous auriez envie de dire merci pour ce que cette personne vous a donné, apporté, transmis, pour sa bienveillance, son amour, sa générosité, son attention. Quelle serait une personne
de votre présent, de votre passé, que vous auriez vraiment très envie de remercier. Et est-ce que quelqu'un n'a pas encore une personne à l'esprit? Levez la main discrètement si c'est votre cas. Ok. En laissant cette personne prendre de la place, ça veut dire en imaginant cette personne ou pensant à elle ou imaginant qu'elle est ici en face de vous, ce qui vous permet le mieux en fait de penser à cette personne et de penser à cette qualité de générosité, de bienveillance. Peut-être dans votre imagination vous rappelant pourquoi elle vous inspire de la gratitude, quels souvenirs vous viennent. Et en ayant cette personne à l'esprit, en lui adressant intérieurement vos remerciements, formulant « je te remercie pour » ou « merci pour », en trouvant les petites, les grandes raisons pour lesquelles vous avez envie de remercier cette personne et à chaque fois en formulant chacune de ces raisons une ou plusieurs fois intérieurement. Merci pourquoi. Et un dernier merci, un grand merci intérieur. Et en laissant maintenant votre gratitude s'exprimer sans les mots. C'est le merci qui s'exprime, mais il s'exprime silencieusement. Une gratitude qui s'exprime dans le corps, dans le cœur, dans le silence. Et en appréciant ce que c'est que cette gratitude pour vous. Encore une fois, quelques instants, laissant votre corps, votre cœur, votre esprit remercier silencieusement cette personne. Un merci silencieux qui s'exprime et qui résonne. Et qu'est-ce que c'est pour vous que cette gratitude? Comment est-ce que vous la sentez? Même question d'une grande originalité pour qui c'était plutôt plaisant d'être dans la gratitude. Levez la main si c'était votre cas. Une très nette majorité qui ressemble furieusement à une unanimité. Pour qui ça correspondait à un ressenti émotionnel ou physique, c'est-à-dire que ce n'était pas que l'attitude, il y avait aussi une émotion qui allait avec. Levez la main que je me fasse une idée, c'est pas toujours le cas, parfois c'est de l'ordre de l'attitude, parfois. Okay. Curiosité statistique.
ce qu'on vient de montrer là, c'est que la gratitude est agréable. Et que elle a tendance à conduire, selon moi, à la répétition, comme le vendeur du Macadam Journal. Quand on sent qu'on a reçu, ça nous donne envie de donner. Donc, quand on est généreux, on se sent bien d'être généreux et on offre aux personnes avec qui on est généreux la possibilité d'éprouver de la gratitude. Donc, c'est le double effet qui se coule. C'est semer une graine de gratitude et vivre un moment de générosité. Voilà. Conclusion, qu'on vient d'expérimenter soi-même, on se fait du bien et on fait du bien aux autres. Donc ce seul principe de générosité, parce que c'est extrêmement important dans la philosophie bouddhiste, c'est un mot qui revient tout le temps, dans toutes les listes de vertus, de qualités, dana, c'est une langue indo-européenne, donc on peut imaginer que dana, ça se rapproche peut-être de notre donné. Je ne sais pas si un linguiste peut-être se défenestrerait s'il entendait ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est plausible. Ce dana, il est peut-être important pour une raison, c'est que la pratique de la générosité, ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est là-dessus que je vous laisse, à part s'il y a une question, une intervention, un cri du cœur, un ululement guttural ou une réclamation. Merci. Merci. Merci beaucoup.